Sagoyo Kegewé, quelles sont les grandes forces en présence pour ces élections de 25 octobre 2025 en Côte d'Ivoire? Oui, toi, tu as vu de grandes manœuvres de l'opposition qui va frapper un grand coup. Mais Gilles, l'opposition ivoirienne, c'est comme les oppositions dans certains pays que nous connaissons. C'est des rassemblements opportunistes, occasionnels. Toi et moi, on fait une alliance juste parce que nous deux, on ne veut pas sa tête. Ce n'est pas parce que nous avons les mêmes convictions, nous partageons les mêmes projets ou les mêmes programmes, mais juste parce que sa tête ne nous plaît pas. Allez, on devient allié politique. On ne fait pas la politique avec les émotions. L'opposition ivoirienne fait ce que je dis, ce qu'on a vu dans d'autres pays. Quand on dit élection arrive, tout le monde est devenu allié de tout le monde parce qu'en face, on a quelqu'un dont nous partageons la haine. On ne l'aime pas. Donc, comme on ne l'aime pas, on doit se mettre ensemble pour le déboulonner. OK. La manœuvre de l'opposition ivoirienne aujourd'hui, mais moi, quand je regarde ça, ça me fait pitié. Et je me dis, mais si j'étais Ouattara, le président Ouattara, mais je suis tranquille. Ils sont tellement émiettés que je ne vois pas ce qui, mathématiquement, peut mettre mon parti, moi-même mon parti ou mon candidat en danger. Donc les grandes manœuvres dont tu parles, qui font partie de ces grandes manœuvres, il faut les regarder. Ce ne sont pas les plus forts, ce ne sont pas les plus structurés, les plus implantés. La question qui me vient à l'esprit, comment se fait-il que le premier appel à la coalition de l'opposition n'a pas encore fonctionné? C'était Laurent Gbagbo qui avait lancé cet appel. Pourquoi, parallèlement à cette annonce, une autre coalition s'est formée? Mais je dis, il y a l'émiettement des intentions, tout est opportunisme, il n'y a aucune conviction. Sinon, s'il y avait conviction, et les gens vivent en Côte d'Ivoire, ils connaissent le pays, moi je ne vis pas en Côte d'Ivoire. Mais ce que je vois de loin, mathématiquement, la question que les acteurs politiques doivent se poser, lequel d'entre nous, si nous le positionnons, a des chances de battre le candidat du pouvoir? Mais ils ne se posent pas cette question. Tout le monde croit que lui peut gagner. Alors que le pouvoir aussi a des faiblesses. Depuis quelques années, le pouvoir a commencé à faire du vide, c'est-à-dire que ceux qui sont potentiellement en mesure d'être élus président, mais on les a dégagés un à un, on fait du vide. Et on ne l'a pas dit, mais on sait à peu près pour qui on est en train de créer ce vide. Mais il y avait des arguments en or pour l'opposition de se rassembler, de s'entendre sur un programme, de s'entendre sur un candidat et de battre le candidat du pouvoir. Mais on n'en est pas là. Hein. On n'en est pas là. Moi, je ne suis pas un suppôt du président Ouattara, mais quand tu observes, je te dis qu'on a déjà vu ça dans certains pays. Les rassemblements opportunistes à la veille des élections, les gens qui font le plus la gueule, c'est dans l'espoir qu'on monte les enchères pour eux. Hein, des dessous de table, on rase les murs la nuit. Hein, un bon catholique du dimanche se transforme en imam du quartier avec un chapeau bizarre et une robe blanche. Et non, ça ne marche pas comme ça. Le problème, c'est que qui peut faire quoi? Gbagbo peut faire. Tidjane Thiam peut faire. Guillaume Soro, dans l'état actuel des choses, c'est vrai, Guillaume Soro, c'était le mélangeur professionnel. Il a mélangé tous les politiciens en Côte d'Ivoire. Hier Gbagbo, aujourd'hui Alassane Ouattara. Bon, un type comme ça, pour finir, les gens se disent, mais il va nous amener où si on lui confie le pays? Mais il y a des gens qui ont la suite dans les idées et qui peuvent amener quelque chose à la Côte d'Ivoire. Ils sont où? Ils font quoi? Donc, l'opposition, tu as dit que Gbagbo avait lancé aussi un appel au rassemblement. Mais si tu crois que si les gens voulaient vraiment en finir avec le pouvoir de Ouattara, qu'est-ce qui les empêchait d'aller rejoindre Gbagbo? Mais ils ne sont pas allés. Donc leur problème, ce n'est pas de battre Ouattara. Il y en a même qui veulent servir de béquille à Ouattara dans ces coalitions bizarres. Donc c'est pourquoi moi, quand tu parlais de grandes manœuvres, je n'ai pas vu de grandes manœuvres. J'ai vu des manœuvres opportunistes. C'est ça le problème. Donc, de l'opposition, la coalition pour l'alternance en Côte d'Ivoire, une de ses figures de proue, c'est sans doute Tidjane Thiam, bon, qui n'a pas encore toutes les cartes pour jouer cette élection présidentielle. Mais il y a un boubou qu'on tente de coudre. Hein. À sa taille, on dit qu'il est le candidat de la France.
qu'il est un pillon de la France. Est-ce que est-ce que c'est un débat sain, cette catégorisation des candidats? À une certaine époque, être candidat de la France, c'est positif, c'est favorable. Mais aujourd'hui, on n'est pas dans le même schéma. Un candidat de la France, ça veut dire que tu es cramé d'avance. Il faut laisser de côté les salons feutrés des ambassades, des palais présidentiels, des palais ministériels. Il faut laisser ça de côté. Oui, mais qu'est-ce que les gens appellent candidat de la France? Mais candidat de la France, selon des rumeurs que je n'ai pas vérifiées, bon, la France ferait des pressions sur Ouattara pour que Tidjane Thiam soit candidat. Ça déjà, c'est une erreur. Oui, mais le président Ouattara a été longtemps considéré comme l'homme de la France. Si ça n'est ainsi, est-ce qu'on aurait besoin de faire pression sur lui pour qu'il choisisse un candidat de la France? C'est le président Ouattara qui se considérait comme l'homme de la France. C'est pourquoi il proclamait être ami de Macron. Macron, au moins, est un homme franc et sincère, travaillant pour le bonheur de son peuple. Il a dit, moi, je n'ai pas d'amis, entendu, je n'ai que des intérêts. Donc, aujourd'hui, si, disons, la France, les politiciens français se rendent compte que, bon, personne ne se refait, hein, le papa Ouattara, bon, peut-être il mérite un bon repos, et qu'on devait mettre quelqu'un là-bas qui peut mieux défendre nos intérêts. Et on se dit que le quelqu'un n'est autre que le descendant d'Houphouët-Boigny. C'est-à-dire que le plus grand serviteur de la France en Afrique depuis les temps immémoriaux. Mais on demande à Ouattara, mon ami, laisse la chaise, c'est tout. La France n'a pas d'amis. La France a des intérêts qu'elle défend. Et si par aventure, c'est Tidjane Thiam qui défend mieux les intérêts, on le met. Moi, je ne suis pas dans les histoires de candidats de la France. Ça même, c'est une insulte pour les Ivoiriens que la France est son candidat. Et où est maintenant le candidat du peuple ivoirien? Le candidat du peuple ivoirien, comme je te dis, c'est lui que nous cherchons aujourd'hui. C'est le candidat du peuple ivoirien que nous cherchons. Qu'est-ce que le peuple ivoirien pense? Qui le peuple ivoirien croit qu'il est porteur de ses espoirs, qu'il est porteur des solutions à ses souffrances, passées et présentes et à venir? C'est ce que nous cherchons. Tidjane Thiam, tu as fait ses éloges ici, hein, qu'il a quel profil, non. Aujourd'hui en Afrique, si tu veux être un bon dirigeant, il vaut mieux même avoir fait maximum CM2 BPC. C'est mieux pour toi. Parce que, oui, CM2 BPC en Afrique, tu sais lire et écrire, ça suffit largement pour être un bon président en Afrique parce que tu es dans le peuple. C'est-à-dire que tu es à un niveau où tu ne peux raisonner qu'en regardant le peuple. Maintenant, les gens qui sont passés par les grandes écoles, les grandes banques qui ont fait des miracles, mais en Côte d'Ivoire, là-bas même, il y a l'exemple, le contre-exemple. On a fait les grandes banques, les grandes institutions, on promet des miracles économiques. Hein, et c'est comme de l'autre côté, le Mozart de la finance, et le pays tombe dans un gouffre. Ici aussi, on avait un Mozart ou un Beethoven de la finance, ben, le pays est aussi dans la dette. Donc il faut laisser tout ça là. Moi, je préfère un homme niveau BPC, maximum bac, il devient président. Il connaît les problèmes du pays, puisqu'il les vit. Lui aussi, il est dedans, hein, le bachelier ou le breveté. Donc, peut-être on peut... Oui, Excellence. Je disais qu'en Afrique, un homme trop diplômé au pouvoir est un danger pour son pays. Je te donne seulement l'exemple de Lissouba, qu'on appelait le professeur des professeurs. Si le diplôme et les études académiques américaines et européennes servaient à quelque chose, Lissouba serait encore président du Congo. Lissouba du Congo-Brazzaville. Du Congo-Brazzaville. Il serait encore parce qu'il avait donc en main toutes les cartes pour travailler, pour rendre le peuple congolais heureux. Non. Aussi professeur des professeurs qu'il était, je ne sais pas, il s'était entouré de quelques mafieux, dont une femme devenue célèbre, hein, Christine Mounari, où elle s'appelait comment. Mais ils l'ont foutu dans la merde jusqu'au cou. On vient lui dire, ah, tu sais, Sassou Nguesso est revenu, il est chez lui à une pila, il n'est pas défendu, tu envoies les chars, on le prend et puis ton chemin est dégagé pour 100 ans. Alors que Sassou Nguesso, lui, il avait préparé ses chars, il l'attendait. On se demande même si ce n'est pas un envoyé de Sassou Nguesso qui est allé le convaincre de faire cette bêtise. Il a fait, il est tombé. Donc, on doit, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, pourquoi moi je retiens le nom de Jean-Louis Billon? Je ne le connais pas, je le vois dans des photos. C'est vrai, il n'a pas une mine très africaine,
Mais tout le monde sait en Côte d'Ivoire qu'à part l'État, c'est le deuxième employeur du pays. Alors, à partir du moment où quelqu'un donne à manger, à boire, éduque, soigne, fait soigner des milliers ou des millions de personnes dans un pays, pour moi, il est déjà un président de la République. Et on ne ferait que le confirmer. Mais malheureusement, on a confié le pouvoir de la même manière à un autre homme d'affaires, croyant que comme il est déjà riche, ben, il va travailler pour le peuple. Mais aujourd'hui, il est tout simplement en train d'écrémer le peuple. Hein, et on voit que on avait fait un mauvais calcul. Bon, je ne sais pas de qui vous parlez. Mais bon, moi, la question que je voudrais vous poser... Tu ne peux pas savoir. Oui. Tu dis que les candidats dont nous parlons ne sont même pas en position d'être candidats. Et Gbagbo, Thiam, Soro, Simone Gbagbo. Mais si ces gens-là ne sont pas candidats, ça veut dire qu'il n'y a pas d'élection. Ça veut dire que la commission électorale n'a qu'à dire que le candidat du pouvoir, est-ce que c'est le chef actuel lui-même ou bien son petit frère comme les gens... En tout cas, beaucoup appellent au sein de son parti pour qu'il brigue un quatrième mandat. Non, les appels au sein du parti, on sait comment ça s'organise aussi. Donc, ce n'est pas des miracles, ça. C'est des faits politiques courants. Donc, appel au sein du parti, on sait comment ça se passe aussi. Mais je dis ceci, ces gens qu'on a cités, ils ne sont pas candidats. Et on sait que cette non-candidature contient en elle des germes de violence. Absolument. Où est la CEDEAO? Elle dit quoi? Pourtant, c'est un pays qui n'a pas quitté la CEDEAO. Ce n'est pas un pays putschiste du Sahel. Si une élection consiste, pour celui qui est au pouvoir, à balayer tous les candidats en mesure de le battre, ce n'est pas une élection. C'est pire qu'un coup d'État. Au moins, le coup d'État, on sait que bon, c'est l'officier X qui s'est levé pour aller s'arroger le pouvoir. C'est pire qu'un coup, c'est plus insidieux, plus méchant, plus mesquin. Donc, je n'ai pas peur de la non-candidature de ces poids lourds de la politique ivoirienne, parce que je sais que la CEDEAO est là, et au besoin, elle va mobiliser ses forces en attente pour aller faire entendre raison à celui qui veut empêcher des candidats de poids d'être candidats. Parce que ce n'est pas la peine d'attendre que la CEDEAO attende qu'un capitaine courageux se lève pour dire on met fait à la récréation et après on va hurler « Ah, putschiste ». Non, il fallait arrêter ceux qui ont conduit la situation au putsch. Est-ce que la CEDEAO peut s'imposer dans une telle situation quand elle se fait renvoyer en Guinée équatoriale, voilà. Guinée équatoriale, Guinée-Bissau? Oui, parce que pourquoi on les a renvoyés de Guinée-Bissau? Parce que le chef de la Guinée-Bissau a monté toutes les magouilles dans la CEDEAO contre les gens du Sahel. Il sait que la CEDEAO n'avait pas raison, que la CEDEAO agissait sous ordre. C'est pourquoi il a dit, mais la CEDEAO n'est pas souveraine. Pourquoi elle viendrait donner des ordres à mon pays qui est souverain? Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est... Quand on dit CEDEAO aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, la Côte d'Ivoire ne peut pas ne pas reconnaître l'importance ou le poids de la médiation de la CEDEAO. Donc, il faut que la CEDEAO s'implique, au moins pour une bonne fois, pour faire un travail de prévention, pour que tout le monde soit candidat et que les élections futures en Côte d'Ivoire n'entraînent plus de bain de sang.